المنبر أحيي جميع أسرة الإعلام التي هي تشاركنا في كل ما نعمل في إطار ترقية وتحسين التكفل بالمريض بمرضانا. وهذه الجلسة هي مخصصة للداء الكوليرا، وتسمحوا لي أن أقدم العرض من خلال ما ترونه على الشاشة. العرض سيكون باللغة الأجنبية، واسمحوا لي بالتكلم باللغة الفرنسية. شكرا. Donc, encore une fois, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, la famille de la presse, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est un point de situation sur le choléra. Et ce que vous voyez donc sur l'image, c'est d'abord cette fameuse bactérie qu'on appelle le vibrio cholérique. Allez-y, Monsieur Fourard. Allez-y. Alors, l'Algérie est un pays qui n'a jamais en fin de compte éradiqué le choléra parce que il y a des raisons naturelles à cela. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais sachez que notre pays a connu pas mal d'épidémies, dont la plus importante était en 85, où on a eu plus de 9000 cas et plus de 450 décès. Allez-y, Fourard. Alors, mais l'Algérie n'est pas le seul pays, puisque là, je vous montre une publication de l'OMS, 1er février 2016, où on parle de plus de 1,4 million de cas de choléra dans le monde par an et plus de 140 000 décès. Et si on voit la dernière publication qui a été faite en 2017 sur les cas de choléra de 2016 dans le monde, vous allez, donc si on passe à la page 3, allez-y, Monsieur Fourard. Encore. Allez-y sur la page 3. Descendez. Voilà. Encore. Encore. Voilà. Donc ça c'est un... Non, revenez. Donc c'est un tableau, c'est un tableau récapitulatif. La page antérieure. Passez en antérieur. Voilà. Hop. Une seule fois. C'est bon. Donc on voit que en 2016, il y a eu donc plusieurs pays en Afrique où il y avait des épidémies de choléra avec, vous avez vu le nombre de décès, ne bougez plus s'il vous plaît, restez sur la page, où l'Afrique avait déploré plus de 1400 morts, également donc des États d'Amérique, y compris donc le Canada, des États européens on les voit, et ensuite en Asie, et le chiffre global de ce qui a été rapporté en 2016, tout à fait en bas, voilà, le total, le global, hop, remontez encore un peu comme ça tout le monde pourra voir, voilà, donc c'est 132 000 cas avec plus de 2440 décès, c'est énorme. Donc souvent donc, les pays comme le Canada et certains pays européens disent que ce sont des cas importés. Un cas importé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maladie n'a pas été diagnostiquée dans le pays, mais que ce sont donc à cause des déplacements des populations où ils ont eu des diagnostics de choléra.
sortez du lien hypertexte, fermez juste la fenêtre et vous allez être sur le... Ok. Alors, passez. Donc, le choléra, en fin de compte, c'est quoi? Le choléra, d'abord, est une maladie qu'on traite. Ça, il ne faut pas... C'est une maladie qu'on traite bien. Il s'agit en fait d'une toxi-infection entérique qui est épidémique, qui est très contagieuse, qui est à déclaration obligatoire et qui est due à ce Vibrio cholerae, qu'on appelle également Vibrio cholérique en français. Alors, cette bactérie se développe, comme vous le voyez sur la photo, dans l'intestin grêle. Donc, la bactérie rentre dans la paroi, elle donne ce qu'on appelle une inflammation et l'intestin ne fait plus d'absorption d'eau. Toute l'eau de l'organisme se trouve être donc éliminée, soit par la diarrhée, qui est donc le signe le plus important, associé ou pas à des vomissements. Et la diarrhée peut faire perdre jusqu'à 15 litres d'eau par jour. Et c'est ça qui donne la gravité de cette maladie. En fait, le malade perd de l'eau, beaucoup d'eau. Et donc il faut réhydrater. Et la base du traitement, c'est une réhydratation. Quand il s'agit d'une déshydratation grave, on réhydrate par voie veineuse. Quand il s'agit d'une déshydratation légère, on donne de l'eau donc, et des sels de réhydratation au sujet par voie orale. Alors c'est une transmission qui se fait par l'eau et les aliments contaminés. On a bien dit les aliments contaminés. Alors, les épidémies importantes sont généralement provoquées par l'eau du robinet. En fait, c'est l'eau qui diffuse et qui donne de très grandes épidémies. Et dès les premiers cas de diagnostic, on avait compris que la réapparition de cette maladie chez nous n'était pas due à l'eau du robinet, et parce que l'eau est bien traitée, très bien traitée en Algérie, et donc l'eau courante du robinet n'avait rien à voir avec cette épidémie. Mais il faut savoir que la plupart des sujets qui sont contaminés sont asymptomatiques, c'est-à-dire que les gens sont porteurs de la bactérie dans leurs intestins, mais qui ne tombent pas malades. Il n'y a que 25% qui tombent malades, et il faut savoir que ces sujets qu'on appelle asymptomatiques, qui sont des porteurs sains, c'est-à-dire c'est des gens qui ont le vibrion mais qui ne sont pas malades, ce sont ceux qui disséminent le plus la maladie. Et il faut savoir que, revenez, donc les fruits et légumes, quand on parle des fruits et légumes, le légume et le fruit, pratiquement tous les fruits et légumes possèdent une barrière naturelle à ce qu'ils ne laissent rien passer dans leur chair. C'est-à-dire si vous achetez donc un melon, même s'il a été irrigué par une eau qui est polluée, rien ne rentre dans le melon. Ça, il faut le savoir. Le légume le plus stérile, on va dire, dans la chair et le plus stérile au monde, c'est le chou-fleur. Il ne laisse rien passer, lui. Il ne prend que ce que la plante a besoin pour se nourrir, et surtout dans le fruit. C'est-à-dire, elle prend les sels minéraux, et elle prend l'eau, et elle rejette tout le reste. La contamination des fruits et légumes, elle se fait comme pour les aliments cuits. Je vous montre l'image d'un fast-food à côté, allez-y. La contamination, c'est par le non-respect des règles d'hygiène. En fait, c'est les manipulations multiples. C'est celui qui cultive, c'est celui qui transporte, c'est celui qui laisse donc le fruit et légumes exposés au soleil, qui donne que le fruit à l'extérieur ou le légume est contaminé, mais à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut bien laver tout ce qui est crudité, tout ce qui est fruit, et surtout utiliser de l'eau de javel. Ensuite, on a les cuissons qui doivent être suffisantes. Quand la cuisson est insuffisante, elle peut également être
infectés, la consommation tardive après une préparation, la rupture de chaîne de froid, mauvaise conservation des aliments. Et donc on a un tas de choses comme ça que nous avons éditées, qui existent maintenant un peu partout, et je remercie également les gens de la presse pour avoir donc communiqué toutes ces informations. Mais la principale cause, c'est la mauvaise hygiène des mains, que ce soit pour les gens qui manipulent la nourriture, mais également pour les gens qui consomment la nourriture. À la maison, il faut bien se laver les mains avant de toucher ce qu'on va donner aux enfants ou avant de se nourrir. Allez-y. Les facteurs favorisant donc les intoxications alimentaires sont très nombreuses. Donc d'abord, il faut savoir que les germes, en dehors du vibrion cholérique, parce qu'on a parlé du choléra, ça a fait le buzz, mais je vous dis, ça se passe également de commentaires quand on dit que les toxi-infections alimentaires actuellement sont la principale cause de consultation dans les structures. Et je reviendrai tout à l'heure en vous expliquant de cela. Toxi-infection alimentaire, ça donne également des diarrhées et des vomissements. Et c'est très nombreux, donc nous avons des milliers de cas chaque année. Et donc les germes se trouvent partout, ils vivent avec nous. Ils sont dans l'air, dans l'eau, dans le sol. Et même nous, en tant qu'humains, nous sommes porteurs de germes qu'on appelle les germes saprophytes. Et qui peuvent devenir cause de maladies pathogènes dans certaines situations. Moi, je n'ai rien parce que, alhamdoulilah, Rabbi m'a donné la santé, mais je peux contaminer quelqu'un qui a une faiblesse immunitaire et ça peut être très grave chez lui. Et puis, on a d'autres facteurs qui multiplient ce risque, comme la température, entre 20 et 40 degrés, tous les micro-organismes se multiplient par 10. Et plus ça va dans la durée, et plus il y aura de germes. La rupture de la chaîne de froid, le temps, les longues durées entre la préparation et puis l'atmosphère, l'humidité et la mauvaise hygiène des milieux expliquent qu'on puisse être dans des situations pareilles. Ces toxi-infections alimentaires, comment les éviter, où on les trouver, se trouvent également sur le site du ministère du Commerce. Parce qu'il faut qu'on conseille aux citoyens ce qu'il doit impérativement éviter quand il a un doute sur une nourriture. Allez-y. Les caractéristiques maintenant du vibrion. Il faut savoir que le vibrion cholérique, il peut vivre donc dans la nourriture et les boissons pendant 1 à 2 semaines. Dans la glace, il peut vivre pendant 4 à 5 semaines. Dans l'eau des puits, pendant 1 à 3 semaines. Et sur les surfaces solides, jusqu'à 7 jours. Le réservoir, en fin de compte, naturel, et qui est source également d'épidémies, reste l'homme. Allez-y. Mais il faut savoir que ce vibrion cholérique, qui ne rentre que par voie digestive, elle est rapide en plus, en quelques heures à quelques jours. Et ça donne les symptômes que je vous ai déjà décrits. Donc diarrhée, avec des selles très liquides, en eau-de-riz et des vomissements. Allez-y. Elle donne donc lieu quand on tombe malade, il faut savoir qu'un malade n'est pas immunisé à vie. L'immunisation, elle ne dure que 6 mois. Il peut retomber malade encore une fois. À la différence de la rougeole, quand quelqu'un y fait une rougeole une fois dans sa vie, il la refera plus. Et il faut savoir que la majorité des porteurs sains, c'est eux qui dissimulent la maladie. Allez-y. Le vibrion donc peut vivre à des températures de 37 degrés et il peut vivre jusqu'à... il a une capacité de pouvoir vivre jusqu'à une température de 43 degrés. Il vit très bien en pH à 7,6 et il préfère tout ce qui est alcalin. Il déteste l'acide. Il pousse avec ou sans oxygène. Et on le retrouve naturellement dans les eaux saumâtres, les estuaires, les lacs salés. Et il faut savoir que dans un réfrigérateur, il peut résister à des températures d'au moins 5 degrés. Allez-y. Par contre, il n'aime pas ce qui est sec. Il déteste il adore l'humidité. Il déteste les chaleurs de plus de 70 degrés, c'est-à-dire qu'il faut bien
bouillir sa nourriture. Il déteste l'acidité. Par contre, il n'aime pas du tout le chlore. Et c'est pour ça que la base pour lutter contre ces fléaux, surtout le vibrant cholérique, il n'y a pas mieux que le Jalal. Allez-y. Alors il a une capacité de survie, j'en ai déjà parlé. Il peut vivre même dans de l'eau de mer pendant plus de 2 mois. Allez-y. Donc je vous ai dit que le réservoir épidémique est l'homme. Il est évacué par les selles et les vomissements. Et que même les cadavres des personnes décédées deviennent très contaminants. C'est pour ça qu'il faut s'entourer de certaines conditions pour pouvoir justement éradiquer cette transmission. Allez-y. Donc là, la contamination, je vous ai dit, elle est interpersonnelle. C'est-à-dire c'est les personnes qui se contaminent. Et même dans les pratiques funéraires, c'est pour ça que quand nous n'avons pas de diagnostic chez quelqu'un que nous avons suspecté de choléra, on l'enterre comme si c'était du choléra jusqu'à la preuve bactériologique du contraire. C'est ce qui s'est passé chez un patient que nous avons, qui est décédé, le deuxième qui est un patient. نكتفي بهذا القدر مشاهدينا في كل مكان. كلمة وزير